J'ai proposé comme titre crise écologique et crise de la modernité. Ce n'est pas une grande nouvelle de dire que la fin du XXe siècle s'est caractérisée par une modification profonde du rapport à la nature dans notre culture occidentale. C'est déjà plus compliqué de préciser quelle est la nature de cette modification. Ce sera la première partie de mon exposé, d'essayer de préciser avec beaucoup plus, nuance, si vous voulez, les différents types de rapports à la nature que l'on trouve encore actuellement dans notre culture. Et ça me paraît important parce que dans les débats politiques, les appartenances sont très très claires. Et souvent, ce n'est pas des débats sur des questions précises. Les vrais conflits sont au niveau du rapport à la nature. Donc ma première partie portera sur une analyse de la crise écologique en termes culturels et de voir quels sont les types de rapports homme-nature que l'on peut trouver dans notre culture occidentale en cette fin du XXe siècle. Mais la deuxième partie, si vous voulez, fera le rapport avec la crise de la modernité. Alors la crise de la modernité, pour ceux qui travaillent un peu sur cette question, c'est le XXe siècle. Hein. Je veux dire, on n'a pas entendu là, 1970 et les travaux du Club de Rome pour parler de la crise de la modernité. Mais n'empêche que, si vous voulez, la crise écologique est très souvent interprétée comme un des symptômes de la crise de la modernité. D'où l'importance, si vous voulez, me semble-t-il, d'essayer de faire le point aussi sur ce qu'on appelle la crise de la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire la crise de la modernité? Et d'une certaine manière, est-ce que les solutions à la crise écologique doivent passer par une autre modernité, ou par la post-modernité, comme on parle. Enfin, c'est tout ce débat que j'aimerais apporter en une deuxième partie, pour en un moment conclusif, alors revenir à la question de l'écologie. Est-ce qu'on peut être un écologiste tout en étant moderne? Est-ce qu'il est souhaitable d'être moderne? C'est un peu toute la question que je voudrais traiter avec vous. Ce sont des questions à la fois très générales et très pointues. Hein, sur chacun de ces débats, il y a des textes très très pointus, mais qui embrassent la culture occidentale dans toute sa plénitude, je dirais. J'ajouterais d'ailleurs qu'un des enjeux majeurs, y compris de la crise de la modernité, c'est le pluralisme culturel. Je parle de la culture occidentale, mais le vrai problème, c'est qu'on est face à une culture mondiale. Bon. Alors, est-ce qu'une culture mondiale peut être plurielle? Ça rejoint la question de la modernité. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je parle de la culture occidentale, mais avec la question de la modernité est en jeu la question d'une culture internationale. Donc, premier point, première partie, les rapports homme-nature. Alors, comme vous l'avez vu sur le plan, je vous annonce je distingue quatre rapports homme-nature que je présente comme une sorte d'historique, qui sont effectivement historiquement, mais qui sont encore tous très présents. Donc, on n'est pas seulement dans une historicité. Le premier rapport à la nature, me semble-t-il, qui est le rapport fondamental qui caractérise la culture occidentale depuis l'affaire Galilée. Voilà. Depuis 1633, donc, hein, je vous rappelle, l'affaire Galilée, c'est 1633. Galilée, en instaurant la science, institue un autre rapport à la nature. Au fond, que fait Galilée? Il exclut la cause finale. Hein, bon, vous êtes des philosophes, donc je ne vais pas rappeler les causes aristotéliciennes. Enfin, Galilée exclut la cause finale et retient la cause efficiente. Bon. À partir du moment où on trouve uniquement la cause efficiente qui est prise en considération dans la démarche scientifique, Galilée transforme la nature en un système d'objets qui ont une masse, une inertie, et qui sont en interaction avec eux. Donc on est dans un registre, si vous voulez, d'une mécanisation du monde. Et c'est Galilée qui, le premier, institue, si vous voulez, cette dynamique d'une mécanisation du monde. Descartes, contemporain de Galilée, je vous rappelle que Descartes, ses méditations, c'est 1637, si mes souvenirs sont bons. Descartes est un penseur de l'affaire Galilée. Hein. Je reviendrai à Descartes dans la deuxième partie également. Mais ici, sur le rapport à la nature, Descartes a un rôle tout à fait important. En ce sens que, d'une part, il thématise la position galiléenne dans le rapport à la nature physique, mais en plus, il la généralise à la nature biologique. Parce que, bien entendu, Descartes, si vous voulez, il est fasciné par Descartes, hein, et il veut transposer dans le champ de la biologie l'intuition galiléenne du monde mécanique. D'où le concept d'animal-machine. Hein, si vous voulez, l'idée de Descartes, c'est si on veut faire une science du vivant, il faut présupposer que le vivant, c'est quoi? De la matière inerte organisée de manière compliquée. Point. Donc, de la matière inerte organisée de manière compliquée, c'est sa thèse de l'animal-machine, qui est une thèse épistémologique.
Parce que Descartes, c'est d'abord un mathématicien. Hein, un mathématicien qui fait de la philo, qui discute avec Galilée, et puis qui essaye de pousser jusqu'à la biologie. Mais c'est même pas un biologiste. Mais n'empêche qu'il a une intuition là tout à fait intéressante de dire, au fond, si on va faire une science du vivant, ben, il faut faire une révolution, il faut construire quelque chose à la manière de ce qu'a fait Galilée. Donc il faut exclure la cause finale, et il faut présupposer que la matière vivante, c'est la matière inerte organisée de manière compliquée. Voilà. Je ne fais que faire allusion à Weber, le désenchantement du monde, dont effectivement, il transforme tout en un système complètement mécanique, si vous voulez. Avec cette différence, c'est que vous savez que chez Descartes, l'être humain là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'être humain a un corps. Le dualisme cartésien, qui trouve son origine chez Platon, les matheux sont très spontanément platoniciens, je suppose que vous avez déjà remarqué ça. Hein. Donc Descartes, sur ce plan-là, est un vrai matheux, donc c'est un platonicien, et donc le corps humain, c'est le corps machine, et ce qui fait la dignité de l'humain, c'est d'avoir une âme substantielle différente du corps. Vraiment un dualisme à la Platon, un dualisme à l'Augustin. Mais ce qui fait que l'humain, en ayant son âme, est respectable. Parce que dans le système qu'instaure Descartes, la nature n'est en rien respectable. Alors, on parle beaucoup de respecter la nature. C'est une chose qui m'a toujours un peu... Enfin, je ne dis pas étonné, parce que c'est un côté sympa. J'ai des enfants, ça m'a frappé. Enfin, maintenant, ils ont 30 ans, ils sont plus tout jeunes. Mais donc, il y a 30 ans, dans l'école maternelle, on leur disait « respect de la nature à toutes les sauces ». Je me dis « mais ça veut dire quoi ?» Mettez-vous dans la peau d'un cartésien. Ça veut dire quoi, respecter la nature? Ça n'a aucun sens. J'ai été impliqué dans divers conseils d'éthique ou des choses comme ça. Je me souviens d'une décharge agressive du président de l'ordre de médecins en Belgique. Il dit, on parle de respecter la nature. Mais moi, j'ai passé ma vie à lutter contre la nature. La maladie, c'est la nature. La mort, c'est la nature. L'état de nature, 70 pour 1000 de mortalité infantile périnatale. Actuellement, grâce à la médecine occidentale et grâce à Descartes, on est à moins de 1 pour 1000 de mortalité périnatale. 70 fois moins. Mortalité maternelle, c'est du même ordre d'idée. Un tsunami, hein, il y a 5 ans, un tsunami, 250 000 morts en un quart d'heure. Merci la nature. Non mais, donc, si vous voulez, la posture cartésienne est une posture où le concept de respect de la nature n'a aucun sens. L'être humain est à respecter. C'est ça, l'homme moderne. Le primat de la subjectivité, c'est ça. L'être humain est à respecter, seul l'être humain est digne de respect. Et qu'est-ce que c'est que le rapport à la nature qu'instaure un Descartes? C'est d'utiliser la nature pour le bien-être de l'être humain. Ben ça, je pense que c'est la posture moderne, jusqu'en 1970, depuis le curé le plus réactionnaire, jusqu'à l'anarchiste pensait la même chose sur ce point. Ça, c'est la structure fondamentale du rapport à la nature de la posture moderne. La nature, c'est un système d'objets à la disposition des êtres humains, et c'est la grandeur des êtres humains d'utiliser la nature pour faire en sorte qu'on vive bien. C'est déjà pas mal comme programme. Donc je trouve qu'il y a dans un contexte, si vous voulez, un peu, parfois écolo, un peu facile, je trouve qu'il est important de ressentir la force. Je n'ai pas peur de dire, là, écoutez, du temps de Descartes, du temps du XVIIIe siècle, ces gens, ils ne savaient même plus combien d'enfants ils avaient eu. Vous savez, si vous perdez plus d'un enfant sur 2, vous n'allez pas faire une comptabilité. Hein, bon. Donc vous savez que vous avez 4 enfants en vie, combien j'en ai eu, je ne sais pas. Mais c'est ça, la nature. Au fond, la modernité s'est construite sur la nature comme un ennemi à vaincre. La peste, la maladie, la mort, les inondations. J'étais dans un quartier, je suis à Prague depuis 3-4 jours, j'ai des amis là qui m'ont invité très gentiment chez eux. Ils m'ont montré la ligne de la dernière inondation ici. La Moldau, c'est peut-être sympa, mais enfin, quand ça fait 2 mètres de haut en pleine ville, c'est un problème. C'est ça aussi la nature. Autrement dit, si vous voulez, la modernité s'est construite sur la nature, quelque part comme une ennemie à vaincre. Qu'est-ce qui a changé? Mais qu'est-ce qui a changé? Oui, bon, vous connaissez la tête de Descartes, hein, je ne vais pas. Qu'est-ce qui a changé? J'aborde ça par l'écologie scientifique. Ce qui a changé plus fondamentalement, c'est que par nos modes de vie, on a un impact sur la nature tel que l'avenir de l'humanité peut être en cause. Bon, ça,
Ce qui a changé, c'est surtout les événements. Mais si vous voulez, de manière pédagogique, si vous voulez, je préfère le deuxième rapport à la nature. C'est le rapport à la nature que propose l'écologie scientifique. Alors, deux mots sur l'écologie scientifique. Le concept d'écologie, c'est un concept qui date du milieu du XIXe siècle. C'est Haeckel, un biologiste darwinien. Hein. Darwin, c'est 1859, l'évolution des espèces, pour rappel. Écoutez, tout le monde n'est pas biologiste, donc ceux pour qui c'est évident, ne vous vexez pas, mais il faut tout. Donc voilà. Donc Darwin, c'est 1859, Haeckel est un darwinien, et à certains égards, on parle de Haeckel comme celui qui a vraiment poussé le darwinisme. Mais que nous dit Darwin, comme nous disait Lamarck d'ailleurs, hein, et sur ce plan-là, Darwin doit beaucoup à Lamarck, c'est qu'il faut étudier un organisme dans son environnement. Ben, au fond, l'écologie, c'est une nouvelle discipline, c'est une nouvelle démarche. Autant au XVIIIe, vous avez une sorte de systématique de classification absolument géniale, qui est Linné. Le XIXe, si vous voulez, c'est les premières théories de l'évolution. Mais alors, les théories de l'évolution mettent le doigt sur le fait qu'un élément absolument central, l'origine de la diversité chez Lamarck, c'est l'environnement. C'est l'interaction avec l'environnement. Et Darwin reprend cela. D'où l'importance de travailler sur les espèces dans leur environnement. Ça, c'est l'intuition de l'écologie. Alors, je cite deux concepts importants. Le premier, on n'en parle plus énormément, mais je le cite quand même parce que justement, il y a des enjeux philosophiques là derrière. Le climax, c'est typiquement un concept des botanistes. C'est un concept des botanistes qui voyait l'évolution des associations végétales, hein, en fonction d'une part du climat et en fonction du sol. Grosso modo, si vous laissez un terrain en jachère, qu'est-ce que ça va donner dans 200 ans? Bon, ben voilà. Donc, alors, ça vous donne des forêts, par exemple. Moi, je ne connais pas bien, excusez-moi, l'écologie de la Tchéquie. Mais enfin, dans mon pays, qui est la Belgique, le climax, eh ben, c'est des hêtres échaînées, des magnifiques forêts, avec des hêtres, des chênes, des hautes futaies, des magnifiques forêts. Mais ça, c'est le climax de la Belgique, en fonction du type de pluviosité, en fonction du terrain, en fonction des températures, et d'ailleurs, pour la petite information, avec l'effet, si vous voulez, de réchauffement climatique, le hêtre, qui est un des arbres, il y en a beaucoup ici aussi d'ailleurs, hein, le hêtre a besoin de quelques jours de gel qui se suivent pour pouvoir se reproduire. Bon. Or, ça devient de plus en plus rare. Il gèle toujours, mais vous n'avez plus une semaine de gel à -5. Or ça, il faudrait autrement dit, si vous voulez, un des arbres les plus emblématiques de la Belgique est en train progressivement, si vous voulez, risque d'ici quelques centaines d'années de ne plus s'y trouver. Ça n'a rien de catastrophique, mais enfin voilà, c'est un aspect. Mais ça, c'est le concept de climax. Mais ce qui est intéressant avec le concept de climax, et ce qui est aussi sa faiblesse, c'est que vous avez un concept de nature. Vous avez un concept de nature dans le climax. L'être humain dans le climax ne fait que perturber le climax. Donc on est dans un registre, si vous voulez, à la fois scientifique, mais qui s'articule à un concept de nature, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas fonctionné. Ce concept est encore un peu utilisé, mais disons, les biologistes et les zoologues sont à l'origine du concept d'écosystème. Or, le concept d'écosystème est un concept tout à fait intéressant. Il date de 1935, si vous voulez, c'est Tansley, hein, qui parle de l'ensemble des interactions des diverses espèces vivantes entre elles, et de la biocénose, autrement dit, avec l'environnement physique. C'est un concept intéressant, le concept d'écosystème. Pourquoi? D'une part, vous avez le concept de système. Vous avez une approche systémique. Figurez-vous, j'ai fait ma thèse là-dessus, sur les démarches analytiques et systémiques en biologie. Mais une approche systémique est une approche qui se centre sur les relations entre les éléments. Autrement dit, si vous voulez, première chose. Deuxième chose, dans le concept d'écosystème, vous n'avez pas de concept de nature. Ceci est un écosystème. Vous pouvez considérer une salle de cours ou un auditoire comme un écosystème. Donc il n'y a pas de concept. L'être humain fait bien entendu partie de l'écosystème. Donc on est dans un registre dynamique. Et en plus, le concept du système est à multiples dimensions. Je vous dis, un auditoire, une ville est un écosystème, une rivière est un écosystème. Alors, d'aucuns disent que c'est une faiblesse, moi plutôt c'est au contraire une force. On reviendra sur cet aspect. Alors, pour terminer rapidement cet aspect historique, si vous voulez, en 1950, vous avez des gens comme Odum, les Américains, et aussi des Français, des Allemands. Bon, vous savez faire un peu de biologie, connaissez le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, le cycle de l'énergie, le cycle de l'eau. Ça date des années 50. Et à partir des années 70, on passe à la modélisation mathématique. Alors là, ça devient
plus hard, comme on dit. Pourquoi? Mais quand on modélise, on peut prédire. Et quand on prédit, ce n'est pas nécessairement de bonnes nouvelles. Ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Alors, sur le plan philosophique, qu'est-ce que ça a changé, si vous voulez? On reste bien, et ça me paraît vraiment important. L'écologie scientifique est une démarche scientifique. Je vous assure, j'ai été farcir des travaux et potasser les travaux des scientifiques. C'est pas de la poésie. Hein. Franchement, si vous aimez la poésie, l'écologie n'est pas plus poétique que la physiologie. Bon, ça je vais vous dire. Bon, donc on est bien dans un rapport sujet-objet. La posture cartésienne, qui objectivise la nature, on reste bien là-dedans. On est bien dans un rapport fonctionnel à la nature. Et pourtant, je dis, ça change fondamentalement le rapport à la nature. Pourquoi? Ben, la mathématisation montre que les stocks sont finis. Alors les stocks sont finis, ça veut dire quoi? En avant de l'activité humaine ou en aval de l'activité humaine? En amont de l'activité humaine, écoutez, nous sommes 9 milliards d'individus sur Terre. Non, pardon, 7, excusez-moi, j'exagère. En 2050, on sera probablement 9 milliards. Vous savez que les démographes parlent de sigmoïdes. Hein, on n'est plus dans une sorte d'élancé, si vous voulez, en termes exponentiels, on est dans une sigmoïde. Les démographes espèrent que ça va se stabiliser aux alentours de 11-12 milliards en 2100. Question. Thermodynamiquement, je parle ici en termes scientifiques, est-ce que la Terre est capable de nourrir 12 milliards d'humains? Ben, c'est pas rien comme question. C'est pas rien comme question. La Terre, c'est un stock fini. Les surfaces arables, elles sont limitées. La mer a un rendement qui est limité. On n'est pas devant un infini, on est devant une boule finie. Est-ce que cette boule est capable de nourrir 12 milliards d'individus? Ben, c'est la première question de la problématique des stocks finis. La FAO, bien entendu, travaille sur les questions. Et la FAO, c'est Food and Agriculture Organization, c'est l'organisation des Nations Unies qui est en Italie, qui travaille là-dessus. Ils font des modèles, mais ils sont en général rassurants, qui disent... Ben alors, c'est intéressant. En 2008, il y avait un rapport de la FAO qui disait qu'avec la technologie de 2008, on est capable de nourrir 13 milliards d'individus. Pas mal. D'où vient qu'on n'est même pas capable de nourrir 7 milliards d'individus. Hein, il y a quand même à peu près les tiers de l'humanité qui est en-dessous du seuil de pauvreté. Bah. Donc ça montre très clairement, ça vous montre très clairement que le problème de la faim dans le monde n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. C'est un problème d'organisation politique. Les gens qui crèvent de faim, c'est pas parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir, c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Bah, c'est un problème de solvabilité. Si vous êtes insolvable, c'est pas de chance, vous n'aurez pas de nourriture. Voilà. Parce qu'on est organisé de telle manière. Donc c'est le premier. Mais donc, au-delà de ces considérations, si vous voulez, le problème démographique, c'est un premier problème écologique. L'énergie. Vous savez, on est profondément dépendant du pétrole. Ok, ça paraît évident. Que les réserves de pétrole sont encore là pour 20 ans, pour 40 ans, pour 60 ans. J'espère que dans 60 ans, il y aura encore un bon nombre de... Je ne serai plus là. Hein. Mais enfin, si je parle pour les plus jeunes, ouais, même si vous n'êtes plus là, les enfants, ils ont quand même le droit de vivre. Non, mais ça veut dire qu'avant l'an 2100, avant la fin de ce siècle, on est obligé de trouver un autre mode de rapport à l'énergie que celui qui est le nôtre actuellement. Point. C'est ça que ça veut dire, les stocks finis. Un aspect qu'on connaît moins, les matières premières. Hein, on vous a demandé de couper vos GSM. Pour faire des GSM dans des conditions actuelles, on va chercher certains métaux qui sont en quantité très très infime sur la surface du globe. Dans une vingtaine d'années, il faudra trouver d'autres manières de faire les GSM. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur vous explique ça? Qu'est-ce que c'est que quand vous avez du minerai? Du minerai, bah, vous avez un produit, je ne sais pas, du fer, de l'or, ou bien du titane, hein, ou du lithium, qui se trouve dans des concentrations anormalement élevées. Mais ça veut dire à un millième, à 1 pour 1000. Ça, c'est une concentration élevée. Donc vous allez chercher des endroits où il y a une concentration élevée, vous en faites du métal pur, hein, et puis qu'est-ce que vous faites après, quand vous l'utilisez? Mais vous le dispersez dans des conditions telles qu'il est irrécupérable. Le rapport actuel à tous les métaux est un rapport qui est problématique, qui est plus problématique pour certains que pour d'autres. Hein.
Mais pour les métaux dont les minerais sont en quantité limitée, ben c'est très problématique, parce que dans les faits, on a actuellement une stratégie qui est de reconcentrer et de distribuer de manière telle que ce soit irrécupérable. D'où l'importance des filières de récupération. Mais les filières si vous récupérez 60%, ce qui est énorme, ben à la génération suivante, si vous 636, vous n'avez déjà plus qu'à 36%. Vous voyez, la problématique de la récupération est une problématique importante, mais qui laisse des failles. Alors, dernier point, l'eau. On n'imagine pas à quel point l'eau est un problème énorme au niveau mondial. L'eau potable est un problème énorme au niveau mondial, problématique des stocks finis. En aval des activités humaines, c'est quoi? Ben, c'est la pollution. Alors la pollution, prenez les eaux de mer. Je ne sais pas, je ne connais pas bien la situation tchèque, je devrais... Enfin bon, donc je parle en fonction de ce que je connais. Mais prenez l'organisation de la Belgique, et on pense de la France aussi, les égouts vont dans la rivière. La rivière va dans la mer. Alors, une goutte d'eau dans la mer, hein, c'est la métaphore pour dire que ça n'a aucune importance. Une goutte d'eau dans la mer, ça change rien. Si, ça change quelque chose. Parce que les océans ont un volume fini. Et on a organisé tout comme si les océans, c'était un infini. Vous avez fait un peu de maths, A sur l'infini égale 0. D'accord? Eh bien, on organise tout en foutant tout à l'océan, comme si c'était un infini, en se disant ça ne change rien. J'étais à Helsinki il y a 15 jours. Eh bien, figurez-vous que la mer Baltique, il y a des kilomètres carrés, donc ça veut dire des kilomètres cubes, où il n'y a plus d'oxygène. La mer Baltique, quand on dit ça, on pense que les Nordiques sont raisonnables. Apparemment, ils ne sont pas très raisonnables. J'ai vu une émission, si vous voulez, du lisier de poules, hein, les élevages de poules, vous avez 50 000 poules, d'accord? Vous imaginez, c'était une rivière qui allait directement à la mer Baltique. Mais c'est criminel. C'est criminel. Parce que si vous avez des kilomètres carrés de la mer Baltique où il n'y a plus d'oxygène, ça veut dire plus de poissons. Je ne dis pas plus de vie, hein, parce que si vous voulez, il n'y a pas besoin d'oxygène aux bactéries. Précisément, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation. Lorsque vous avez trop de matière organique dans de l'eau, ben, vous avez les bactéries qui se lancent dessus et consomment tout de l'oxygène. Et alors, bien entendu, là, les poissons sont foutus. Mais donc, c'est un phénomène... Bon, ça, c'est l'eau de mer. Je ne parle même pas du pH de l'eau de mer. Les eaux douces et nappes phréatiques. Alors, dernier point, et qui est le plus récent, c'est le problème de l'effet de serre. L'atmosphère, c'est à peu près on arrondit, hein, l'atmosphère, c'est à peu près 10 km. La Terre, c'est 40 000 km de circonférence, vous divisez par 6, donc c'est à peu près 6 000 km, 6 000 km de rayon. Vous divisez par 10, l'atmosphère, c'est un 600e du rayon. Le plus gros des obèses américains, d'accord? Au niveau de son bidou, sa peau est plus épaisse, relativement, que l'atmosphère par rapport à la Terre. Non, mais ça veut dire que l'atmosphère, c'est une fine pellicule autour de la Terre. On croit que c'est énorme. C'est un infini. Non, c'est une fine pellicule. Et l'activité humaine modifie la composition de l'atmosphère. Et si vous modifiez la composition de l'atmosphère, ben vous changez le climat. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui le comprennent, il y en a qui ne veulent pas le comprendre. C'est un autre type de problème. Mais donc, si vous voulez, qu'est-ce que ça change sur le plan... On est dans un registre, donc, je reviens à la philosophie. C'est une seule échappée un peu technique, enfin un peu grand public, mais enfin, si vous voulez. Je reviens à la philosophie. Premier point, l'espèce humaine, où c'est qu'elle est dans l'écosystème? C'est un élément de l'écosystème. Autrement dit, la posture cartésienne. La posture cartésienne et sartrienne, je dirais presque. Hein. L'être humain est un être de culture. La nature de l'humain, c'est de n'avoir pas de nature. Ah, peut-être. Enfin, il a quand même les pieds sur terre. Et il est quand même dans l'écosystème. Ah. Et qu'il fasse gaffe. Parce que si l'écosystème se casse la figure, l'espèce humaine se casse la figure avec.
Et c'est pas seulement catastrophique, j'ai vu que vous allez dire... Hein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un exemple très classique, hein, bon, pour ceux qui connaissent un peu les choses, mais les hypothèses, l'île de Pâques, qu'est-ce qui s'est passé sur l'île de Pâques? C'est très problématique. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'île de Pâques, c'est parce que ça... Mais les archéologues vous disent que tout simplement, ce sont des gens qui ont mal géré leur écosystème. Il y avait des forêts. Il y avait des forêts équatoriales sur l'île de Pâques, c'était un lieu mais c'était mal géré. Bah, si c'est mal géré, bah, s'il ne reste plus rien à bouffer, vous êtes mal barré, quoi. Bon. Bah, maintenant, une petite île, c'est pas la grosse terre. Enfin, n'empêche, ça donne à penser. Donc, première chose, on est un élément de l'écosystème. Deuxième chose, les écosystèmes sont finis. Par conséquent, on doit gérer la cité en fonction de cette présupposition de la finitude de l'écosystème. Et troisième chose, ben non seulement l'écologie change le rapport à la nature, mais change le rapport au temps et à l'espace. Alors vous me direz, là, il faut être un peu gonflé. Ben oui. De nouveau, ça m'ennuie de prendre des exemples qui sont pas ici liés à... Mais si vous voulez, si vous vous intéressez à la propreté de l'eau de la Moldau, c'est pas de luxe, hein, d'après ce que j'ai pu voir, il y aurait des efforts à faire. Mais enfin bon, ça c'est un autre type de problème. Mais si vous vous intéressez à la propreté de l'eau de la Moldau, quelle est votre unité géographique? Ben, c'est le bassin fluvial. C'est le bassin fluvial. Alors, comme la Moldau, à ma connaissance, elle prend quand même... J'ai été une fois en vacances aux sources de la Moldau, donc elle prend sa source au sud. Ah, bon, et puis il y a la... Ben, enfin, la Moldau, elle va se jeter dans l'Elbe. Bon. Ben, les gens qui veulent de l'eau propre dans l'Elbe, ils doivent s'arranger avec les Tchèques, parce que si l'eau de la Moldau n'est pas propre, l'eau de l'Elbe ne sera pas propre non plus. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la mer, hein, au large de Finlande est si dégueulasse, c'est que tous les pays, la plupart des pays alentours n'y font pas attention, ben ça donne des catastrophes au niveau de la mer. Donc, ça veut dire que politiquement, en philosophie politique, le concept de nation, par rapport à la question écologique, n'a aucun sens. N'a aucun sens. En Belgique, il y a la Meuse. La Meuse qui vient de la France, qui traverse la Belgique, qui va aux Pays-Bas. Et puis, après, il y a le Rhin qui vient d'Allemagne. Une imbrication telle que si vous vous intéressez à l'eau, mais c'est les bassins fluviaux qui sont intéressants. Et si vous vous intéressez à l'atmosphère, c'est la Terre. Oui, c'est intéressant, ça. Écoutez, les tiers-mondistes, hein, dans les années 70, dans les 70, on appelait des mecs qui se battaient pour le tiers-monde des tiers-mondistes. Beaucoup de gens les trouvaient un peu illuminés. Allez se battre pour des gens qui sont à 5000 km, battez-vous déjà pour ceux qui ne sont pas de chez vous. Bon, c'est une sorte de... On les traitait d'idéalistes. Hein, on a toujours traité les universalistes d'idéalistes. Eh bien, avec l'écologie scientifique, la seule manière d'être réaliste, c'est d'être universaliste. Et ça, je trouve c'est intéressant. Notre monde est un village. Notre monde est un village, entre autres, à cause de l'informatique et tous ces trucs-là. OK. Mais notre monde est un village aussi, tout simplement, à cause de l'écologie. On est tous sur un même bateau. Et on a à gérer le même écosystème. Quand on est en train de foutre en l'air de les forêts amazoniennes ou les forêts du Congo, ben, ça a un impact sur la qualité de l'atmosphère. Ça veut dire que, d'une certaine manière, si vous voulez, et ça, c'est une modification profonde sur le plan d'une philosophie politique. La seule manière d'être réaliste, c'est d'être universaliste. Et alors enfin, apparaît, pour la première fois, je dirais, un concept de respect de la nature. Ben, respecter la nature, c'est quoi? C'est prendre en compte les contraintes environnementales. C'est prendre en compte les contraintes écosystémiques. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Je pense que l'écologie, c'est une dimension nouvelle de la politique. C'est une dimension nouvelle de la condition humaine. Il y a des gens qui disent, tu fais des trucs, tu suis la mode. Je reviendrai sur le concept de mode après. Tu suis la mode. Je ne suis pas la mode. Franchement, si vous faites... Bon, j'ai fait des études de biologie au point de départ, donc la problématique écologique, c'est une composante nouvelle de la condition humaine. Point. C'est un peu ce que disent des gens comme Jonas Socié et compagnie. Bien. Je vous ai annoncé 4 rapports.
Les deux autres vont être un peu plus rapides, rassurez-vous. Mais enfin, donc il en reste encore deux, avant de passer à la problématique de la modernité. Si vous voulez, alors ici, on est carrément en plein dans la philo. Pourquoi? Ben, les philosophes disent, mais enfin, j'ai parfois des débats très vifs, même avec des doctorants ou des doctorantes qui travaillent avec moi, parce que la jeunesse est a beaucoup de fougue sur ce type de sujet. Au fond, ce que je viens de vous dire, c'est que fondamentalement, ben, c'est le rapport cartésien à la nature qui est en jeu. Il faut changer ce rapport à la nature. Ah. Que font les écologistes scientifiques? Ben, ils se contentent de dire, on ne change pas de paradigme. On modélise, on prend des précautions, on continue à utiliser la nature. Mais si vous respectez la nature parce que vous en avez besoin, ce n'est pas la nature que vous respectez, c'est vous que vous respectez. Vous restez dans un rapport fonctionnel à la nature. Et la philosophie, des philosophes radicaux, si vous voulez, ce qu'on appelle la deep écologie, ou bien l'écologie radicale, dit, mais il faut remettre en cause ce rapport à la nature. C'est ce rapport de pure utilisation, c'est ce rapport de non-respect, c'est cette objectivisation de la nature qui est le cœur du problème. Et par conséquent, il faut développer des philosophies qui remettent en cause le rapport moderne à la nature. Deux exemples de ces philosophies, la deep écologie de Arne Naess ou Aldo Leopold. Alors, il faut bien comprendre ces gens. Arne Naess, c'est un Norvégien. C'est un Norvégien. Vous avez la carte de Norvège en tête. Hein. J'ai aussi des amis, pas norvégiens, mais suédois. Mais alors, prenez la Norvège. Du point au sud jusqu'au nord. 2000 kilomètres. Vous avez bien compris? 2000 kilomètres. 2000 kilomètres, c'est Bruxelles-Gibraltar. Bruxelles-Marseille, c'est 1000 kilomètres. Bruxelles-Gibraltar, 2000 kilomètres. La Norvège fait 2000 kilomètres sur 300 kilomètres de large. Et ils sont 5 millions d'habitants. C'est un désert. La nature, eux, ils savent ce que c'est. Il y a encore moyen d'aller mettre les pieds en Norvège et en Suède dans des endroits où l'homme n'a jamais mis les pieds. Bon. Donc, ils ont un autre rapport. La nature comme altérité, mais ça a tout son sens pour ce genre-là. Aldo Leopold, c'est le même ordre d'idée, c'est un Américain, mais vous savez qu'aux États-Unis, il y a des réserves naturelles qui font la moitié de la Belgique. Donc, le concept de nature a un sens. Et cette altérité de la nature. Autrement dit, si vous voulez, la deep écologie, ou l'écologie profonde, c'est une pensée d'inspiration romantique, hein, de Goethe, hein, toute la tradition de la nature philosophie allemande, hein, qui est la nostalgie, d'une certaine manière, d'une sorte de rapport fusionnel avec la nature. L'animal est à respecter pour ce qu'il est. On n'a pas à respecter l'animal parce qu'il en faut beaucoup pour nourrir le monde. C'est de la folie, ça. Non, l'animal est à respecter pour ce qu'il est. Donc là, on est dans... Et alors, donc c'est le refus de l'anthropocentrisme. C'est quoi de l'anthropocentrisme? C'est une forme de spécéisme. Hein? Le racisme, c'est faire une ségrégation entre les races. Le spécéisme, c'est faire des ségrégations entre les espèces. Alors, pour la deep écologie, le spécéisme, c'est le péché capital. Hein? Dire que l'être humain est supérieur à un ours, enfin, quelle prétention. Quelle prétention. Au nom de quoi l'être humain se présente-t-il comme supérieur à un ours? Bon. Mais ça, disons, on est dans un registre donc, de respect de la nature, et même à certains égards de soumission à la nature qui nous donne des leçons, même d'éthique. J'ai entendu une fois une émission, je dois dire que j'étais renversé. Hein, vous savez, les émissions sur la nature sont souvent de très très grande qualité, et d'ailleurs c'est une émission de très très grande qualité, mais qui parlait du comportement des tourterelles. Alors sachez que les tourterelles forment des couples à vie. Je n'ai pas eu l'occasion d'y réfléchir, j'en ai parlé à un spécialiste, il m'a dit c'est comme ça. Bon. Alors bien entendu, la speakerine attrape une larme à l'oreille. Hein. C'est tourterelle qui nous donne sa leçon d'éthique. Le philosophe que j'étais j'ai failli faire un infarctus. Non, quand même, ça. Mais j'ai lui dit, tiens, pourquoi elle dit que la tourterelle nous leçon d'éthique, et quand elle fait son émission sur le cerf et les biches, elle ne parle pas de l'éthique du cerf et des biches. Hein, vous connaissez le comportement du cerf et des biches, il y a des brames, et puis les cerfs se battent entre eux pour avoir une harde. Bon, c'est une autre éthique, hein, c'est une autre éthique. Mais non, mais sur le plan philosophique, oser dire la nature nous donne des leçons d'éthique. Ah, ça va loin. Franchement, je ne pense pas que la nature nous leçon d'éthique, je pense que l'être humain a son éthique, et qu'il reconnaît
Donc certains comportements animaux, effectivement, une éthique analogue. Mais ce n'est pas les animaux qui nous donnent des leçons éthiques. Enfin bon, c'est ceci. Donc ça, c'est l'écologie profonde, qui vient du courant romantique. Par contre, vous avez une autre tendance, et qui, à mon avis, est tout aussi radicale, mais qui est une pensée d'aspiration scientifique, au départ de la géologie d'ailleurs. Si vous prenez James Lovelock, l'hypothèse Gaïa, chez James Lovelock, au fond, il parle de la planète Terre comme d'un organisme. Le concept, la distinction entre écosystème et organisme est importante. L'écosystème n'est pas un organisme. Ce serait tout un débat. Il y a des colloques sur cette thématique, organisme et écosystème. Par contre, Lovelock, là, il est très clair. L'écosystème, il considère ça comme un organisme. Et alors, si l'écosystème est un organisme, ça veut dire que l'espèce humaine est tout simplement un tissu. Non seulement c'est un tissu, mais c'est un cancer. C'est quoi un cancer? C'est un tissu qui se développe anormalement au détriment des autres tissus. Donc c'est pour Lovelock, dans l'hypothèse Gaïa, l'idée de Lovelock est de dire, en fond, la Terre, c'est un organisme, c'est la totalité, qui est notre référence éthique. À partir de quoi on doit déterminer nos comportements. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous avez une thèse de ce type, qui d'une part vous présente l'écosystème comme un organisme, qui vous présente l'espèce humaine comme un tissu dangereux, à certains égards, avec en plus une tendance à minimiser la différence entre l'homme et l'animal, mais vous avez les ingrédients qu'il faut pour des catastrophes majeures sur le plan d'une organisation politique. On croit que l'écologie conduit à l'éthique. Je pense que l'écologie ne conduit pas nécessairement à l'éthique. Pourquoi ? Pour l'écologie scientifique, je parle ici en termes techniques, pour l'écologie scientifique, le concept d'individu n'a aucune importance. L'espèce a une importance. La population a une importance. La population, pour un écologiste, c'est l'ensemble des individus d'une même espèce dans un écosystème donné. D'accord ? Mais l'individu n'a aucune importance. Or, je vous rappelle, et je reviendrai sur ce sujet, l'éthique moderne s'est construite autour des droits de l'homme, autour de l'individu, autour du respect de la personne. Pour un écologiste, l'individu animal ou humain, à certains égards, n'a pas d'importance pour l'écologie scientifique. L'écologie scientifique parle de population, ne parle pas d'individu. Quatrième rapport à la nature dont je vous avais parlé, c'est au-delà du fonctionnel, c'est des dimensions esthétiques et symboliques du rapport à la nature. Ça veut dire quoi ? Et ça veut dire tout simplement, si vous voulez, la deep écologie a raison sur un point. Comme vous le voyez, je fais une présentation peut-être trop orientée. Je vous dis ce que je pense. Bon, je vous dis, vous êtes des amis, vous en faites ce que vous voulez. S'il y a des deep écologistes radicaux parmi vous, vous avez le droit le plus strict. Enfin, voilà, je vous dis ce que je pense sur le sujet. Mais je pense précisément que la deep écologie met le doigt sur quelque chose d'important. À savoir que l'écologie scientifique est une écologie fonctionnelle, qui ne respecte pas la nature pour ce qu'elle est, mais qui respecte la nature, qui utilise la nature au bénéfice de l'humain. Ce qui n'est pas un mal, bien entendu. Mais ce n'est pas vraiment respecter la nature. Quelque part, l'écologie scientifique ne remet pas en cause la présupposition cartésienne d'un rapport sujet-objet dans le rapport humain-nature. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut remettre ce rapport-là en question, tout en restant quelque part dans un paradigme moderne ? Et je lui dirai pourquoi. Donc, après, c'est quoi la modernité là ? Bon, j'ai les choses. Mais mon hypothèse, c'est celle-ci. Et je ne parle pas tout seul. Il y a des gens comme Heidegger, Merleau-Ponty, Adorno, des gens comme ça. Heidegger est à prendre avec des pincettes. Je sais que c'est un personnage un peu controversé. Je suis un philosophe des sciences, je donne cours de philo des sciences, et je parle aussi d'Heidegger dans mon cours de philo des sciences. Ce qui fait tomber tout le monde à la renverse. Mais enfin, bon, voilà, peu importe. Parce que je fais aussi du piano. Figurez-vous, j'aime beaucoup le piano, j'aime beaucoup la musique, et à côté des sciences, il y a d'autres rapports aux choses. Mais précisément, prenons cela. Heidegger est plus du côté peinture. L'origine de l'œuvre d'art, c'est plus sur la peinture.
Mais prenons un exemple. Qui dit ce qu'est le son? Le physicien vous dit ce qu'est le son, c'est une onde mécanique. Vous savez qu'il y a de l'atmosphère entre nous, il y a une onde mécanique, d'accord? Le biologiste vous dit, ben, cette onde mécanique, elle arrive à votre tympan, amplifiée par la chaîne des osselets, arrive alors, et puis alors ça fait vibrer, si vous voulez, le liquide à l'intérieur de la columelle. La columelle, c'est le nom de la petite fenêtre. Et à un moment donné, à un endroit donné, vous avez ce qu'on appelle des cellules ciliées. Il y a un cil qui fait ça, hop, et alors vous entendez là. Voilà ce que dit le scientifique du son. Dans une société, qui nous dit ce qu'est le son? Ben moi, je pense que c'est le musicien. Mais le musicien ne vous dit pas ce qu'est le son. Il fait de la musique. Et si vous écoutez de la musique, vous vous rendez compte que le son, c'est autre chose qu'une onde mécanique. Pour Heidegger, l'œuvre d'art, c'est la mise en œuvre de la vérité de la chose. Le concept de vérité, la science n'a pas le monopole de la vérité. La science dit le vrai. Je reviendrai sur ce genre de questions. Je suis philosophe des sciences. Je ne suis pas du tout relativiste, au contraire. Mais je pense qu'à côté du discours scientifique qui dit le vrai, il y a d'autres approches qui manifestent de la réalité des dimensions qu'elles seules sont capables de manifester. Et ça a à voir avec la vérité. De l'essence de la vérité, c'est un texte de Heidegger qui est tout à fait intéressant. Et l'origine de l'œuvre d'art, c'est un autre texte. L'essence de la vérité, trouvez ça dans les questions 1, l'origine de l'œuvre d'art, c'est dans les Holzwege, les chemins qui ne mènent nulle part, les chemins forestiers. Mais prenez Merleau-Ponty. L'art, c'est quoi? L'art, c'est un autre regard sur les choses. Mais pas seulement regard. Je n'aime pas regard parce que c'est comme si c'était de la peinture. Je veux dire, le musicien, mais il vous manifeste de la réalité son, des choses que lui seul est capable de vous faire manifester. C'est vrai pour la sculpture, c'est vrai pour tous les arts. Je pense qu'on est dans une société où le regard techno-scientifique est omniprésent, est dominant, et est même quelque part, castrateur. Je pense qu'il y a une fonction fondamentale et décisive des artistes pour montrer, pour développer un autre regard. Quel est le regard des artistes sur la nature? Regardez, la Terre vue du ciel. Prenez des bouquins pareils. Prenez les émissions naturalistes dont je parlais tout à l'heure. Mais ils vous montrent que la Terre est belle. Que la Terre est belle. Et que la beauté, ça se protège. La beauté, ça se protège. Donc, oui, prenez les Virunga, je ne sais pas si vous connaissez les Virunga, c'est une réserve naturelle qui se trouve au Congo, au Kivu, dans une des régions les plus troubles mais c'est une des réserves faunistiques les plus riches. Pourquoi? C'est là que vous trouvez les derniers individus, en l'occurrence, de gorilles des montagnes. Pourquoi faut-il se crever pour sauver les gorilles des montagnes? Vous croyez franchement que l'humanité ne saura pas vivre sur les gorilles des montagnes? Non. Quel est le discours? Je collabore aussi avec l'UNESCO à certains moments. Vous savez quelle est l'instance qui s'occupe des espèces en voie de disparition et des écosystèmes en voie de disparition? C'est l'UNESCO. Parce que ça fait partie du patrimoine mondial. Un mammifère supérieur, c'est une merveille de la nature. Il a été respecté et sauvé pour ce qu'il est, et non pas pour le service qu'il pourra nous rendre. Là, dans une dynamique esthétique, vous êtes dans une dynamique esthétique parfaitement compatible avec l'anthropocentrisme. La dimension symbolique, c'est du même ordre d'idée. C'est quoi je veux dire par dimension symbolique? C'est tout le rapport aux théories de l'évolution. Il y a Lamarck, il y a Darwin, il y a tout le néo-darwinisme. Bon, c'est une évidence partagée par tous les scientifiques qu'il y a évolution des espèces et que l'humanité est le produit de l'évolution des espèces naturelles. Mais, alors bien entendu, pour un cartésien, c'est la catastrophe. On n'est pas obligé d'être cartésien. On découvre au XIXe siècle que l'histoire de l'humanité, que l'histoire actuelle est précédée de 10 000 ans d'histoire.
Hein, notre histoire, nos cultures ont 10 000 ans. Et que ces 10 000 ans de culture aient été précédés par quelques millions d'années d'histoire naturelle, mais je ne vois pas en quoi ça pose un gros problème. On est vraiment dans un registre, au contraire, d'un nouveau rapport à la nature, là aussi, d'une réconciliation avec la nature. Au fond, quand vous baladez dans... Et ici, j'ai vu qu'il y a de très beaux parcs. Il y a des parcs où il y a des arbres, ils ont au moins 200 ans. Il y en a d'autres, ils sont un peu jeunes. Mais il y a des... J'ai repéré des... Je ne sais pas, hein, bon, mais vous avez des... C'est une majesté, ça vous dit quoi? Mais c'est des petits cousins, les arbres, de lointain, très lointain. Mais cette même nature qui produit des arbres fantastiques, c'est ça qui nous a produits. Il y a de la grandeur à être de nature, pour dire les choses autrement. Autrement dit, si vous voulez, quand je parle d'un nouveau rapport à la nature, c'est quelque chose qui est à construire. Je dirais la même chose du rapport au corps. Il y aurait une autre conférence possible qui serait le rapport au corps. Hein. Mais dans le rapport à la nature, ce rapport, c'est ce qui nous a produit. Ça fait partie de notre grandeur, comme ça fait partie des contingences. Mais c'est une contingence qui ne manque pas de grandeur. Fin de la première partie. Hein. Donc, Stuart Kaufman, oui, je ne vous ai pas parlé de ce gars. Bon, ça n'a pas grande importance. Mais écoute, At Home in the Universe, un physicien qui travaille sur l'auto-organisation et qui travaille sur des modèles mathématiques, si vous voulez, un peu les jeux de la vie. Enfin, c'est plus de la... C'est même pas de la modélisation, c'est ce qu'on pourrait appeler de la formalisation, si vous voulez, des simulations. On est dans un registre de jeux mathématiques, mais il montre qu'il y a des lois de la complexification. Et qui fait qu'à certains égards, on peut dire qu'on est at home in the universe. Un physicien qui dit ça, il faut quand même le faire. At home, ça veut dire au coin du feu. Hein. On n'est pas bombardé quelque part où on n'a rien à foutre. Non, on est chez nous. Voilà. On est chez nous. Mais vous pouvez lire Darwin comme ça. On est chez nous. La nature, c'est ce qui nous a produit. Bien. Fin de la première partie. Qu'est-ce que ça a à voir avec la problématique de la modernité? Deux mots, alors, le mot moderne est ce qui fait une difficulté du concept de modernité, c'est que c'est un mot galvaudé, pour dire les choses autrement. Pourquoi? Étymologiquement, la modernité, l'homme moderne, ça veut dire le plus récent. Le plus récent, alors... D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on dit quelqu'un qui est moderne, c'est quelqu'un qui est à la page, quoi. Être à la page, bon... Mais le philosophe n'entend pas le mot modernité dans ce sens-là, bien entendu. Au-delà de l'anecdote étymologique, je vous signale, parce que je travaille beaucoup avec des sociologues, avec des scientifiques. Les sociologues ont un concept de modernité qui n'a rien à voir avec le concept de modernité des philosophes. Pourquoi? Les sociologues, ils ont une modernité qui change tous les 50 ans. Et ils ont raison, ils font leur boulot, ils suivent l'évolution de la société. Mais le philosophe travaille sur les fondamentaux d'une culture. D'accord? Qu'est-ce qui caractérise la culture moderne? En termes techniques et rapides, c'est le primat de la subjectivité. Voilà. En termes plus détaillés, qu'est-ce qui caractérise le moderne? Au fond, c'est la sortie du Moyen-Âge. Hein. L'homme moderne, c'est l'homme qui est sorti du Moyen-Âge, c'est la culture qui est sortie du Moyen-Âge. Alors, il me semble intéressant de voir, dans cette question, qui dit la vérité? Qui justifie l'éthique? Comment se justifie un pouvoir politique? Voilà. Les trois manières d'essayer de penser, si vous voulez, la culture moderne. C'est en cela que Descartes est un monstre sacré de la philosophie occidentale. Parce que dans les méditations cartésiennes, il vous dit explicitement, par la raison, l'être humain peut avoir accès immédiat à la vérité. Donc on avait déjà un peu ça avant, hein, parce que écoutez, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, Albert le Grand, ces gens-là faisaient aussi de la philosophie, faisaient confiance à la raison. Mais seulement au Moyen-Âge, si vous voulez, on faisait confiance. Au fond, les sources de la connaissance étaient multiples. Il y avait surtout la théologie et la révélation. Il y avait la raison, on avait confiance à la raison, puisque la raison était un don de Dieu. Il ne pouvait pas y avoir de conflit entre la raison et la révélation. Et s'il y avait conflit, sans doute c'est la raison qui s'était trompée. Et c'est comme ça que Giordano Bruno a senti les flammes. Enfin bref, on ne fait pas d'humour là-dessus. Mais voilà. Mais qu'est-ce qui se passe avec Galilée? Galilée, d'ailleurs, il a sauvé sa peau. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord? Donc Galilée, hein, il a signé que la Terre était le centre de l'univers, mais n'empêche que les arguments étaient là, la communauté scientifique était là, et bon, il s'est avéré que Galilée avait raison. Mais si Galilée a raison, ça veut dire quoi?
Descartes, 1637, les méditations cartésiennes. L'affaire Galilée, 1633. C'est le scientifique Galilée qui marque la rupture, c'est le philosophe Descartes qui montre les enjeux. Quel est l'enjeu de l'affaire Galilée? Si par la raison, et par la démonstration rationnelle, l'être humain arrive à la conclusion que la Terre tourne autour du Soleil et que c'est le Soleil le centre de l'univers, la théologie peut les rhabiller. La modernité, c'est une révolution culturelle dans le rapport au vrai. L'être humain, par sa raison, est capable d'un accès immédiat à la vérité. Point. Descartes est un matheux. La vérité mathématique est l'archétype du rapport à la vérité. Ça n'empêche pas d'être un chrétien, c'est un autre type de problème. Hein. Mais on est dans un registre, si vous voulez, sur le plan philosophique. Première caractéristique de la modernité, l'être humain, par la raison, est capable d'un accès à la vérité. Deuxième caractéristique de la modernité, je vais bien entendu très vite, 2 siècles plus tard, connaissez Kant. Kant, on est dans un registre plus compliqué sur le plan de la connaissance, mais sur le plan éthique. L'être humain, par la raison, est capable de se donner une éthique, et une éthique universelle, puisque liée à la raison, et que tout être humain est un être de raison. On ne le dit pas assez, mais ce qu'on appelle la révolution politique, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Belgique, autrement dit, si vous voulez, le XVIIIe siècle se caractérise par une sorte de mûrissement d'un processus où le pouvoir politique ne se justifie plus par un extérieur au social, mais se justifie tout simplement par l'intérieur au social. Mais ça a à voir directement avec Descartes et le fait que tout être humain est porteur de vérité. Si tout être humain est capable d'un accès à la vérité, si tout être humain, par sa raison, est capable de se donner une éthique universelle, donc d'avoir accès au bien, on est parfaitement capable de choisir les gens qui nous gouverneront. Le monde moderne, c'est ça. La culture moderne, c'est ça, c'est le primat de la subjectivité et la confiance en la raison. Parce que croire que la modernité n'a pas d'éthique, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, des valeurs républicaines en France, que je sache, c'est une éthique moderne. Les droits de l'homme, c'est une éthique moderne. Autrement dit, si vous voulez, qu'est-ce qui caractérise le projet moderne? Le projet moderne, c'est de faire confiance en l'être humain, en la raison, pour l'accès au vrai, et la science participe de ça. L'accès au vrai, oui, l'accès au bien et la justification du politique. D'accord? Dernier concept que j'ajoute, le concept de progrès. Le concept de progrès est un concept englobant qui date du XVIIIe siècle. Enfin, Bacon au XVIIe y a déjà fait allusion, mais il a été relancé par le français Condorcet. Hein. Le concept de progrès, on a l'impression que le progrès, c'est une sorte d'évidence. Les évidences, c'est une caractéristique culturelle. Le concept de progrès date du XVIIIe siècle, dans la culture occidentale. C'est un englobant qui dit au fond que par la raison, on va aboutir à une société en progrès, en tout cas, où les êtres humains iront mieux après qu'avant. Je ne fais que vous faire allusion, mais ça va loin. Il y a des genres de politique internationale. Kant a un texte intitulé « Sur la paix perpétuelle ». Il faut être gonflé, hein. Il faut être philosophe pour en faire pareil. Un texte sur la paix perpétuelle. Mais c'est un texte absolument prodigieux. L'idée de Kant, c'est quoi? Les êtres humains sont des êtres de raison. C'est un conflit entre êtres de raison. On ne se tape pas sur la figure, on discute. Kant émet même l'hypothèse d'une instance supranationale qui règle les conflits entre les nations. Le droit, c'est la médiation contre la violence. Ça, c'est l'intuition kantienne. Je pourrais faire un topo sur l'histoire de la Belgique, vous montrer on a un drôle de pays. On a une des constitutions la plus complexe qui existe, et on a 170 ans d'histoire de conflits interculturels, parce que les Flamands et les Wallons, c'est 2 cultures très nettement différentes. Il n'y a pas eu un mort en 170 ans d'histoire. Des engueulades continuelles en Parlement, une constitution parmi les plus complexes au monde, je ne veux pas faire un cours là-dessus, mais il n'y a pas eu un mort. Le droit, c'est la médiation contre la violence. Je pense que l'histoire de la Belgique est une belle exemplification de l'intuition kantienne du droit comme médiation contre la violence.
Je fais de cocorico, hein, je m'arrêterai là, n'allez pas croire que je vais... La crise de la modernité. Pourquoi crise? Je vais aller assez vite. Ben, précisément, les modernes croyaient, on l'appelle, mais ils y croyaient, Kant il y croyait. Au fond, les êtres humains, ils ne sont pas cons. S'il y a des problèmes, on discute. Stefan Zweig. Je ne sais pas si vous connaissez Stefan Zweig, c'est un juif de Vienne. C'est pas vraiment un philosophe, c'est plutôt c'est quelqu'un qui a fait des biographies. Hein, mais il a sorti venir l'oignon, il a quitté Vienne à temps, il s'est réfugié à Londres, et à Londres, c'est lui qui a prononcé l'oraison funèbre de Freud, à la mort de Freud. Avec sa femme, il s'est réfugié au Brésil, et au Brésil, en 1943, ils se sont donné la mort. Ils ne supportaient pas de survivre. Mais je vous recommande son bouquin « Mémoire d'un Européen ». C'est été écrit en 1939, ça a été publié de manière posthume. C'est pas du tout, comment dire, dépressif, mais c'est un regard. La guerre de 14, il vous parle de la guerre de 14. La guerre de 14, c'est l'échec de la modernité. Qu'est-ce que c'est que la guerre de 14? Des millions de morts. Pour quel enjeu? Pour quel enjeu? On s'est battu pourquoi? Bon, mais donc ça, vous trouvez chez Stefan Zweig. Les guerres mondiales, je ne parle même pas de la Shoah, parce que c'est encore un problème encore différent, mais les guerres mondiales, le simple fait de la première guerre pour Stefan Zweig, ça signe l'échec de la modernité. Plus grave, alors vous verrez, c'est assez lourd comme phrase, mais plus grave, la colonisation. Pourquoi? Mais la colonisation, c'est au nom de la raison. On pourrait encore dire les guerres, c'est des dérapages irrationnels. La colonisation a été faite au nom de la raison. On allait porter les lumières de la raison à des peuples qui étaient restés dans l'obscurantisme. Ça veut dire qu'au nom de la raison, on a opprimé, on a exploité. Et ça, c'est une sacrée question. Au nom de la raison, on a supprimé d'autres cultures. Donc ça veut dire que c'est la confiance en la raison qui est ébranlée là. Si vous faites de l'histoire de la philo, chez Kant, chez Hegel, chez Marx, vous n'avez pas l'esquisse d'une question sur le relativisme culturel. On est évidemment dans une histoire où la culture occidentale est la partie la plus avancée du monde, et c'est avec toute la légitimité qu'on peut se donner qu'on a été faire tout ce qu'on voulait partout ailleurs, puisqu'ils étaient moins avancés que nous, on allait leur porter les lumières de la raison. Ça, c'est une sacrée question à la modernité. Niveau théorique, alors vous êtes des philosophes, Marx, Freud, Nietzsche, on parle des maîtres du soupçon, ben c'est clair que comment faire confiance en la raison? Bon, pour Marx, la raison, c'est l'idéologie, c'est l'illusion. Pour Freud, la raison a aussi à voir avec l'illusion. Nos comportements s'inscrivent dans les désirs. Et pour Nietzsche, bon, la raison, c'est même à certains égards l'illusion se croire important. On est dans le registre. Mais je vous parle aussi de Gödel, je ne fais qu'y faire allusion. Mais mon patron de thèse, c'était Ladrière précisément, qui a fait sa thèse sur Gödel. C'est un mathématicien qui a travaillé sur les limites des formalismes. Et qu'est-ce qu'il tirait comme conclusion à partir de la lecture de Gödel? C'est qu'à certains égards, là aussi, il faut toucher aux limites de la raison. Même les mathématiques sont incapables de se fonder de manière absolue. Si les mathématiques sont incapables de se fonder de manière absolue, comment voulez-vous même que la philosophie se fonde de manière absolue? Descartes faisait confiance en la raison pour arriver à la certitude. À certains égards, le XXe siècle, la crise de la modernité, la crise de la science européenne de Husserl, c'est ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le projet cartésien de faire confiance à la raison pour arriver à une certitude absolue, on voit que ça va à une impasse. Et à certains égards, la crise écologique est une des dimensions de cette crise beaucoup plus globale, de cette crise culturelle beaucoup plus profonde. Alors, en 10 minutes, quelles propositions, quelles sont les propositions contemporaines par rapport à ça, puis je reviendrai à l'écologie. Je crois que ça va aller. La première attitude, et que vous trouvez, je dirais presque la plus répandue, allez, les promoteurs de la mondialisation, vous leur parlez de la crise du monde moderne, mais ils vous rionnez. Ils vous rionnez.
je pense que l'attitude la plus répandue, c'est le déni de la crise. Et y compris d'ailleurs de la crise écologique. L'attitude de déni, c'est une attitude que vous trouvez très, très fréquemment. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Deuxième attitude, j'appelle ça le retour d'un certain religieux. Pourquoi d'un certain religieux? Parce que c'est une tendance, je dirais même minoritaire, dans le monde religieux. Mais n'empêche que c'est une tendance non négligeable. Au fond, l'échec de la modernité. Quand on parle de crise, vous pouvez avoir deux interprétations. Soit vous dites c'est l'échec, soit c'est une crise de croissance. Il y a une modification qui peut se... D'accord? Bon. Ben, l'échec de la modernité, à certains égards dans le monde religieux, est souvent interprété comme une bonne nouvelle. Donc, parce que la modernité a eu un côté assez anticlérical. Donc l'idée est de se dire, bon, on reviendra à des systèmes de signification religieuse, et tous les intégrismes religieux se nourrissent de cela. Mais je mets là-dedans, y compris les Tea Party, les Tea Party des partis républicains. Hein, la problématique du créationnisme américain, ce sont des gens puissants. Hein, il n'y a pas que Trump, il y a Bush était clairement de ce camp-là, Reagan était clairement de ce camp-là aussi. Donc, cet aspect, si vous voulez, du retour du religieux dans certaines mouvances, c'est pas si anodin que ça au niveau international. Une troisième attitude qui est beaucoup plus présente dans le monde des intellectuels, c'est de dire, bon, quand on voit la casse qu'a fait cette foi dans la raison, quelque part, laissons-on, c'est ce qu'on appelle la postmodernité, mais pour moi, la postmoderne, c'est le relativisme. Donc je ne me définirai pas comme postmoderne, parce que je ne suis pas relativiste. Mais la postmodernité relativiste, c'est quelqu'un comme Lyotard la décrit bien. D'une certaine manière, c'est l'abandon des grands récits. Alors, dans les grands récits, là, vous avez bien entendu le marxisme, mais même le concept de progrès. Les droits de l'homme, c'est un grand récit. La modernité, c'est un grand récit. Donc, mais si vous laissez tomber les grands récits, donc la science ne peut plus être visée de vérité, parce que la vérité, c'est encore un universel. Or, précisément, dans les grands récits, l'universel est à laisser tomber. Donc, la science est vue cette fois comme une maîtrise technique, et non plus comme une visée de vérité. Il y a une valorisation du différent. Vraiment une valorisation d'un respect d'un pluralisme culturel. Ça demanderait beaucoup de débats, bien entendu. Je fais une esquisse, je fais une épure. Moi, je pense que la position relativiste est bien entendu tenable, mais mène à la catastrophe. Parce que précisément, je pense, aussi bien en termes de valeur, ou même que de science. Regardez ce qui se passe avec les climato-sceptiques. Quand on vous dit, bon, la science, c'est un discours parmi d'autres. Bon, c'est un discours. Comment voulez-vous accepter que le climat change quand c'est la complexité avec des enjeux majeurs, si vous pensez que la science est un discours parmi d'autres? Donc là, précisément, je pense que la position relativiste présente des faiblesses tout à fait considérables. Et c'est la raison pour laquelle, bon, la proposition que c'est le concept de modernité critique. C'est quoi la modernité critique? C'est une confiance en la raison, mais en tirant les leçons de l'histoire. C'est-à-dire une confiance critique en la raison. Mais une confiance à la raison dont j'ai bien évoqué, si vous voulez, le théorème de Gödel, mais sur base de ça, derrière développe le concept de connaissance critique. Mais une connaissance critique, c'est pas être relativiste, c'est dire tout simplement que chaque discipline a sa force et ses limites. Un biologiste, il ne faut pas demander à un biologiste de résoudre vos problèmes psychologiques, si vous avez des problèmes psychologiques. Alors il y a des problèmes très très graves qui ont des bases chimiques, alors effectivement on peut jouer. Mais n'empêche que la finesse de la psychologie humaine, ça échappe au discours de la chimie. La sociologie travaille. Donc, si vous voulez, chaque discipline, le fait que la science ne dit pas tout, c'est pas pour ça qu'elle ne dit rien. Autrement dit, la connaissance critique, c'est quoi? C'est une connaissance qui continue à faire confiance en la raison, comme donnant accès à la connaissance, mais une connaissance limitée. Mais une connaissance quand même. Et dans le registre de signification, alors, c'est une chose. Vous avez le concept de conviction critique. Au fond, on est dans un monde où le concept de conviction apparaît. Avoir des convictions, c'est un peu naïf quelque part. Mais une société peut pas vivre sans porter des convictions. Alors, ce que Kant nous dit, c'est qu'à certains égards, si vous prenez l'exemple de l'existence de Dieu, Kant ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il dit qu'il n'est pas démontrable. Qu'il est donc un indécidable de la raison pure théorique en tant qu'elle donne accès à la connaissance. Personne ne sait si Dieu existe. Voilà. Ne sait.
Ben, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir des convictions raisonnables. À côté, si vous voulez, et alors là, je passe à Habermas, qui distingue 4 types de rationalité. La rationalité épistémique, qui donne accès à la connaissance scientifique, mais que l'on peut prendre de manière critique avec des limites dans chaque discipline. La rationalité herméneutique, et c'est là que je voulais arriver par rapport à l'existence de Dieu, par exemple. Ben, dans la logique des convictions, on a des arguments, on passe de la logique de la fondation à la logique de la justification, à la logique de l'argumentation. Il est raisonnable de croire, il est raisonnable de ne pas croire. La posture athée comme la posture croyante, par rapport à la raison, sont dans la même posture dans une perspective kantienne, et tous ces gens-là sont des post-kantiens. On est dans un registre où il y a une sorte d'irréductible pluralisme de la rationalité herméneutique. Mais il y a bien rationalité herméneutique. Hein, l'herméneutique et l'interprétation. La rationalité téléologique, c'est quoi? Ben, c'est l'éthique. C'est la terminologie habermasienne pour parler de l'éthique. Mais comme vous savez, Habermas est un post-kantien, mais il dit que par rationalité communicationnelle, l'éthique, les valeurs, prenez les droits de l'homme. C'est pas parce qu'il n'existe pas de toute éternité qu'on peut décider qu'ils sont absolus. Donc, si vous voulez, la rationalité téléologique peut déboucher sur un universel dans un processus communicationnel. Mais si vous avez une dynamique telle que celle-là, vous restez fidèle à l'intuition moderne, en tirant les leçons de l'histoire. Au fond, c'est une confiance critique en la raison. Qu'est-ce que ça a à voir? J'en arrive à ma conclusion finale. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'écologie? Il y a 3 dissociations qui s'imposent, qui rejoignent d'ailleurs, Habermas distingue la modernité culturelle de la modernité économique. Hein. Parce qu'on utilise le concept de modernité à toutes les sauces. Ce dont je parle, c'est de la modernité culturelle. Première dissociation, la modernité critique, ce n'est pas la société occidentale. Il y a moyen d'être moderne sans être occidental. Moi, ça me paraît essentiel d'avoir cette thèse. Figurez-vous, depuis la révolution en Tunisie, j'ai été invité plusieurs fois en Tunisie, parce que ça, c'est un discours qui les intéresse. La Tunisie vient de se donner une constitution moderne, et d'ailleurs, les 4 négociateurs ont eu le prix Nobel de la paix. Il y a moyen d'être moderne sans être occidental. Première dissociation importante. Deuxième dissociation, il y a moyen d'être moderne critique sans être un capitaliste effréné. Les formes du capitalisme que l'on connaît actuellement, le capitalisme financier qu'on connaît maintenant, n'a plus grand-chose à voir avec le capitalisme industriel des années 50, par exemple. Autrement dit, la modernité culturelle est à dissocier des formes de capitalisme. Et troisième dissociation, le concept de progrès, ce n'est pas la croissance. Je vous ai dit qu'il y a un tiers de l'humanité qui crève de faim. Imaginez que dans 10 ans, il n'y a plus qu'un 6e. Bon, on pourra parler d'un progrès de l'humanité. Mais pour ce progrès-là, il faut peut-être une décroissance. J'en sais rien, je ne défends même pas cette thèse-là. Mais je dis que les concepts de progrès et les concepts de croissance sont 2 concepts à dissocier. Et dans cette perspective-là, alors il me semble que le concept de modernité critique est une ouverture pour sortir de la crise de la modernité. Première chose, ce qui est déjà pas rien, est une ouverture pour sortir de la crise écologique. Parce que si je relis rapidement ma première partie, les rapports cartésiens, c'était la modernité initiale. Le refus de l'anthropocentrisme, mais c'est le refus de la modernité. Qu'elle soit pré-moderne, c'est le refus du primaire de la subjectivité. Qu'elle soit pré-moderne ou qu'elle soit post-moderne. L'écologie scientifique n'est qu'une modification du schéma cartésien. Par contre, des dimensions esthétiques et symboliques, au fond, quelque part, c'est l'importance de regard pluriel sur la nature. Ça veut dire que vous entrez là, clairement, dans le registre de la modernité critique, qui fait confiance à la raison, mais qui est sensible aux limites de la raison, parce qu'un pianiste, quand il joue du Chopin, il y a de la raison, mais ce n'est pas que de la raison. Autrement dit, si vous voulez, il me semble qu'avec le concept de modernité critique, vous faites confiance à la science. Le GIEC, bien entendu, le GIEC est un groupe d'études sur le climat, bien entendu qu'il faut faire confiance à la science. Bon. Et que la science a un statut tout à fait privilégié. Vous pouvez avoir une confiance critique dans le progrès, et vous êtes dans une dynamique où il y a place à la fois pour des visées universelles et une articulation, une possibilité d'université culturelle.
Parce que des enjeux majeurs de l'avenir de l'humanité, ce n'est pas seulement la biodiversité, ce n'est pas seulement l'écologie, c'est la préservation d'une diversité culturelle. Mais à partir du moment où vous avez une rationalité herméneutique qui est ouverte au pluralisme, mais vous avez place pour une diversité culturelle et qui est compatible avec le discours scientifique et avec des politiques qui concernent l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie. Alors déjà, merci pour ce que vous venez de dire. C'était vraiment très, très, très intéressant. Ça m'a fait penser à plein de choses. Et notamment sur mon terme de recherche qui est le monstrueux. Et je voulais vous dire en fait que la crise de la modernité, pour moi, elle est un peu présente déjà dans l'œuf. Parce que quand vous avez parlé notamment de Goethe, en le plaçant dans un refus de l'anthropocentrisme, c'est quand même lui qui a permis de relativiser la question justement du monstrueux. Le monstrueux qui a un rapport avec la biologie, mais aussi avec le politique, en disant que même le contre-nature était encore de la nature. Et cette phrase qu'il a dite, qui est dans ses fragments sur la nature, ça a été repris par Huxley en introduction de la première édition de la revue Nature. Et on sait aussi que Haeckel aussi a repris les idées de Goethe sur ce thème. Et c'est ce qui a permis aussi par la suite d'avoir tout le courant de l'eugénisme en fait, qui a montré que justement ce contre-nature-là, étant devenu de la nature, on peut le maîtriser et on peut jouer aussi sur le monstre et créer de l'eugénisme. Et donc on en arrive finalement déjà à la crise de la modernité en supprimant les humains, en supprimant le vivant pour le bien de la société, quoi, avec l'eugénisme. Et donc déjà, j'avais cette question-là, est-ce que c'est pas un peu plus tôt qu'on devrait parler de crise de modernité, peut-être déjà au 19e et pas seulement au 20e. Et ensuite, par rapport à la modernité critique, en fait, ça me faisait penser un peu justement à cette phrase de Goethe qui dit que même le contre-nature est encore d'une nature, parce qu'on pourrait dire que là, dans la modernité critique, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu même la non-maîtrise des événements est encore de la maîtrise. Et si ça aboutit au même constat que le contre-nature est encore d'une nature, on pourrait dire que cette non-maîtrise-là, elle va être aussi exploitée. Et ça fait un peu penser d'ailleurs au libéralisme qu'on connaît actuellement et qui est omniprésent, voilà, à travers cette idée de non-maîtrise en fait. Lorsqu'on fait un survol historique, comme celui que je l'ai fait, mais ce n'est pas un survol historique, j'essaie de faire une philosophie sur le plan culturel, on définit des grandes tendances. On définit des grandes tendances et je me suis centré sur le rapport à la vérité et sur le rapport à l'universalité de l'éthique et justification du politique. Ce que vous dites à propos... Alors, bien entendu, il y a toute une série de thématiques annexes, mais ce que vous dites à propos de Goethe... ça ne me paraît pas une remise... Non, ce qu'il y a chez Goethe, effectivement, on est dans le courant beaucoup plus romantique, et quelque part, il prépare d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il y a toute la nature philosophie allemande. La culture allemande a eu un rapport à la nature qui est complètement différent de la culture française, beaucoup plus cartésienne. C'est clair que je suis très marqué par la francophonie sur ce plan-là. Mais ce que je veux dire, que même si Goethe a développé des perspectives... quelque peu différentes, il me semble, si vous voulez, que si on se situe au niveau du rapport à la vérité, on n'est pas dans ce genre de remise en question. Disons, je ne veux pas nier l'intérêt des problématiques liées à la monstruosité et à le rapport à la nature. C'est vrai que je ne me suis pas centré sur ce thème-là. Mais la modernité, je l'ai vu plus dans le rapport, d'une part, le rapport à la vérité et d'autre part le rapport à la maîtrise. La monstruosité est un thème
bon, moi, quand je vois, j'ai beaucoup travaillé aussi sur Canguilhem, en philo de la biologie, bien entendu. Une chose que je trouve absolument tout à fait remarquable chez Canguilhem, c'est qu'il ne relativise pas le rapport à la norme, mais il relativise le rapport à la statistique. Hein. Et d'une certaine manière, il faut voir l'individu dans son environnement. Et alors précisément, et même la question de la monstruosité, il faut revoir l'individu dans son environnement. Et ça change complètement la perspective. Mais un tel changement de perspective, ça me paraît plus contester la norme que véritablement contester le rapport à la nature comme quelque chose qu'on exploite. Parce que là, la monstruosité, on n'est plus dans le rapport à la nature qu'on exploite, on est dans le rapport à la personne. Vous voyez, je pense que c'est une thématique qui nous mène quand même sur tout à fait passionnante, mais qui ne nous mène pas sur le même terrain. Voilà. Et alors, la logique de la maîtrise que vous disiez, me semble qu'on va dans le même registre. C'est clair que lorsqu'on parle des individus humains, même dans une perspective strictement cartésienne, on n'est plus dans le registre de la maîtrise. On est dans le registre de la maîtrise du corps, hein, mais on est dans le registre du respect de la personne. Donc là, il y a vraiment une articulation beaucoup plus complexe. Hein, le concept de nature que j'ai développé ici, c'est plus le rapport à la nature environnementale que le rapport à la nature humaine. Parce que là, j'avais proposé aussi de parler de nature humaine, mais ça aurait été un autre type de sujet, quoi. Voilà. La première a justement à voir avec ce que vous venez de dire concernant l'idée même de nature. On a bénéficié en quelque sorte des critiques de Viveros G. Castro, par exemple, pour nous rappeler qu'en fait le découpage homme-nature est déjà fortement biaisé par une distinction sujet-objet. Donc, du moment où on introduit le concept de nature, il y a déjà une relation figure-fond, disons, qui forcément donne lieu aussi à une certaine idée de la subjectivité. En vous écoutant, j'ai pensé un peu en rigolant que oui, Galiléo ouvre le chemin de la science moderne, mais bon, c'est une subjectivité assez spéciale parce que du point de vue de l'expérience vécue, par exemple, sans doute, c'est le Soleil qui tourne autour de la Lune. Donc, ce découpage, il nous entraîne aussi dans une certaine idée de subjectivité. Donc, est-ce que les mythes de la crise, les mythes de la modernité, les mythes même de la subjectivité ont pu nous empêcher de voir dans l'histoire de la culture occidentale un rapport à l'altérité du monde extérieur qui serait différente, qui serait voilà, davantage relationnelle, davantage osmotique. Donc est-ce qu'on peut chercher ce genre de rapport différent aussi dans notre passé et non pas seulement dans un ailleurs culturel, comme le fait la pensée de Viveros G. Castro. Deuxième point, en ce qui concerne, vous parlez d'un nouveau rapport à la nature. Est-ce qu'il n'y a pas de la matière à réfléchir en ce qui concerne le rapport entre le paradigme de l'évolution et la valeur de la conservation? Je suis tout à fait d'accord sur l'importance de préserver les gorillas dans le Congo, mais en même temps, il faut, je trouve aussi, prendre en compte le fait que la nature évolue, que la nature laisse derrière elle des formes, et que donc ça peut être aussi un anthropocentrisme camouflé de s'acharner parfois. Troisième point, et là je termine. J'ai beaucoup aimé votre schéma de dissociation. Je pense qu'il faut toujours l'avoir bien en tête et je me permettrai d'en proposer même une ultérieure. Et ça serait celle entre l'universel, l'idée de l'universel, et le dépassement des perspectives partielles ou la préservation des diversités culturelles. Je me demande, en gros, si le concept d'universel est vraiment viable au moment où on veut se dégager
même d'un paradigme de rationalité qui est implicite à ce que vous dites, est-ce que la notion d'universel est toujours apte à ça? Et en cela, je pense, par exemple, parce que je travaille sur la pensée d'un philosophe indien, Aurobindo Ghosh, qui propose en revanche un paradigme intégral. C'est ce qu'il appelle le dépassement des perspectives partielles qui ne se connaissent pas en tant que perspective partielle et l'intégrale. Et donc c'est une forme d'union, disons, épistémologique plus qu'une universalisation qui... Voilà, merci. Non, la première question, c'est toute la question du pluralisme. Hein. C'est toute la question du pluralisme. Alors, effectivement, on peut trouver, d'ailleurs, même dans les lieux les plus... dans les lieux... Même dans le monde des missionnaires, par exemple. Vous avez des jésuites en Inde, vous avez des jésuites, pas en Inde, en Chine, qui ont essayé de faire des propres... On sait ce que ça a donné. Mais si vous voulez, peu importe, mais je pense que la tonalité majeure, quand même. Vous voyez, j'admets qu'il y a moyen de trouver, enfin, peut-être que je suis trop marqué par les auteurs que j'ai lus. Il y a peut-être bêtement ça, et peut-être que j'ai été attiré. Enfin, si vous prenez un mec comme Hegel, c'est quand même pas rien dans l'histoire de la philosophie occidentale. Marx, on pourrait dire que on ira plein dans la même chose. Même Darwin. Même pour Darwin, pour Darwin, sa société, c'était vraiment le... Donc les courants historiques du XIXe siècle ont quand même abouti à une sorte de... se sont construits sur cette présupposition, hein, que l'Occident était... Il y a eu des tendances d'attention à l'altérité, mais qui, me semble-t-il, ont été relativement marginales. Enfin voilà, c'est un peu court, excusez-moi, mais oui, il faut bien faire rapide. Alors, pour ce qui concerne l'anthropocentrisme de l'aspect conservatoire et du respect de l'évolution, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je pense il y a une décision à prendre. À certains égards, on pourrait dire pourquoi être moderne. Moi, j'y vois je reviendrai. Une manière de répondre plus directement, c'est de dire, moi, je ne fais aucun complexe d'être anthropocentrique. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas sortir. C'est illusoire de croire qu'on peut sortir d'une posture où il y a une sorte d'arbitraire qu'on décide. La question qui se pose, parce que derrière la question d'anthropocentrisme, il y a deux choses. Il y a à la fois une question de type du rapport à la vérité, mais plus fondamentalement, c'est la question éthique. Et la question éthique, c'est quoi? Quel monde voulons-nous? La question éthique, c'est pas d'aller chercher dans le ciel ou sous terre des valeurs. La question éthique, dans la perspective kantienne, c'est de dire quel monde on veut. Effectivement, moi je préfère un monde où on met l'humain en priorité. Voilà. Mais j'admets que c'est arbitraire. Mais c'est un arbitraire que j'assume. Voilà. Et alors dans ce sens-là, c'est vraiment comme ça que les choses... Donc si vous voulez, c'est par rapport à la question éthique, je pense que... Et les droits de l'homme, c'est ça. C'est de décider. Mais vous savez, là, il faut quand même y avoir. Les choses sont rudes quand même. L'histoire du XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé à Nuremberg? Le racisme, mais c'est une éthique comme une autre. Hein. À Nuremberg, il y a une éthique universaliste qui a condamné une éthique particulière. Si vous ne lisez pas une Nuremberg comme ça, je ne sais pas comment vous comprenez. C'est pas par hasard que c'est en 1948 qu'on a proclamé les droits de l'homme. Les juristes se sont rendus compte qu'avant, ils n'avaient pas les moyens de condamner un Hitler. Ils n'avaient pas moyen juridique de condamner Hitler. Donc croire qu'il y a un relativisme éthique, moi je pense que la thèse, elle est bien entendu tenable, mais philosophiquement, je tiens à garder la possibilité philosophique de condamner Hitler. Hitler, c'est une éthique particulière. Si vous êtes relativiste, vous ne pouvez pas condamner Hitler. Donc, si vous voulez, c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que quelque part, moi, je suis un anthropocentriste conséquent et assumé. Voilà. Et alors, dans cette perspective-là, si vous voulez, autant je suis d'accord avec vous qu'on pourrait dire, mais c'est vrai sur le plan culturel. Il y a des gens qui vous disent, mais les cultures, si qu'ils ne savent pas se défendre, c'est logique qu'elles disparaissent. C'est ce qu'on appelle du darwinisme culturel.
Mais je pense que c'est une lecture particulière. Je pense que dans le domaine, notamment de la biodiversité, il y a des stratégies à avoir pour préserver certaines espèces, parce qu'on le décide. Désolé, mais alors c'est vrai que c'est une forme d'anthropocentrisme. Mais je participe de... Mais en cela, je reste très moderne, c'est pour ça que je ne suis pas postmoderne. Je reste très moderne, je pense que l'histoire est dans les mains des hommes. Voilà. Elle n'est pas dans les mains des singes. L'histoire est dans les mains des hommes. Et l'éthique, c'est quoi? C'est se donner les moyens conceptuels pour construire un monde qui soit vivable pour tous. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce que je répondrai à votre deuxième question. Alors, la troisième question, l'universel et l'intégral. C'est effectivement... D'ailleurs, le mot universel est de moins en moins... Et à raison peut-être. Mais n'empêche, si vous voulez, il faut bien voir... Je suis philosophe des sciences. Vous m'en excuserez. J'ai des défauts, sans doute, des philosophes des sciences. Mais enfin, l'affirmation « la Terre tourne autour du Soleil », c'est vrai ou c'est faux? Et si c'est vrai pour tout le monde. Et si c'est faux pour tout le monde. Les Grecs distinguaient trois universaux. Le vrai, le bien, le beau. Une vérité qui n'est pas universelle, ce n'est pas une vérité, c'est une opinion. C'est la distinction entre l'aletheia et la doxa. Alors, les scientifiques, pour ça, les scientifiques sont emmerdants parce que ils visent un universel. Galilée, son énoncé, la Terre tourne autour du Soleil, a une visée d'universel. Et ce n'est pas par hasard que Newton a créé les lois de la gravitation universelle. Donc, si vous voulez, dans le champ de l'éthique, c'est un autre champ. Mais si vous voulez, j'aurais des réserves dans le champ de l'épistémologie. Parce que, si vous voulez, me semble-t-il, Popper, en montrant que toute théorie est construite et confrontée à l'expérience, il n'est pas du tout relativiste. Il a un bouquin intitulé « La connaissance objective ». Donc le fait que la connaissance est construite ne conduit pas du tout à la conclusion qu'elle est relative. Mais au contraire, ce qui fait la force de la démarche scientifique, c'est le système de confrontation à l'expérience qui fait que, écoutez, les scientifiques arrivent à se mettre d'accord. À certains égards, la démarche scientifique est peut-être la seule démarche qui traverse à partir du moment où on accepte les présuppositions. Mais accepter les présuppositions, c'est accepter aussi qu'on ne dit pas la vérité en totalité. Parce que c'est ça aussi qui me... Donc, si vous voulez, la distinction entre l'universel et l'intégral, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais j'aurais des réticences en termes épistémologiques sur le plan de la science. Par contre, dans le champ éthique, on distingue maintenant, il n'y a plus personne qui parle d'une éthique universelle. On parle de valeurs partagées. Mais les droits de l'homme comme valeurs partagées, est-ce que les droits de l'homme sont universels ou non? Est-ce qu'elles sont universalisables? Mais les choses sont plus complexes qu'on ne le pense. Prenez les lois bioéthiques. Les premières lois bioéthiques concernent l'expérimentation humaine, les médicaments, les tests de médicaments sur les humains. Bien. C'est aux États-Unis que c'est parti, il y a une réglementation très stricte. Les firmes sont venues en Europe, il y a eu des réglementations très strictes, maintenant ils vont en Afrique faire ce qu'elles veulent. Mais si l'éthique est universelle, c'est une manière de dire. C'est une manière de dire quoi? Qu'un petit Congolais a peut-être autant d'importance qu'un petit Américain. Donc dans l'affirmation de l'universalité de l'éthique, il y a une affirmation très forte. Donc vous voyez, donc même en éthique, j'aurais des réticences à laisser tomber l'aspect universel. Alors, mais j'admets que c'est en ça alors qu'il faut distinguer les valeurs fondamentales partagées et d'autre part un registre de la vie bonne, au sens aristotélicien, où alors là, il y a une place pour une diversité culturelle. Mais les enjeux sont énormes. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des tentatives autres, mais ce n'est pas sans réticence que j'y abonderai. Alors que je suis très très sensible à l'importance de construire un monde où il y a diversité culturelle. Mais ce monde doit être, me semble-t-il, doit être en compatibilité avec des valeurs partagées. Les droits de l'homme, difficile de renoncer à ça. Enfin voilà.